Merci de votre présence ce soir pour discuter et échanger autour de cette question de l'utopie en architecture. Donc cette conférence, elle intervient à la clôture d'une exposition qu'on a présentée au CAU Rhône Métropole depuis le début du mois de juin jusqu'à cette semaine où on la clôture. Une exposition qui portait sur une période un peu spécifique de production et sur des architectes qui ont eu des productions qui ont souvent été qualifiées d'utopie architecturale. Aux confins du rêve ou d'une production imaginaire qui titillait un petit peu l'ordre établi ou qui voulait révolutionner parfois un peu la société. Donc on est très heureux d'accueillir ce soir trois intervenants pour discuter et échanger sur cette question. Vous me laissez toute seule? Ok. Je sais pas si... Non, ça va. Vous voyez. Donc on est ravis d'accueillir avec nous ce soir Emmanuel Ventura, qui est architecte, qui est diplômé de l'école d'architecture de Genève et de l'EPFL, qui a collaboré avec Bernard Tchoumi et Luca Merlini et qui est aujourd'hui architecte cantonal du canton de Vaud et qui est surtout aussi l'auteur de l'ouvrage Architecture utopique, imaginaire ou visionnaire, qui est paru en 2014. On accueille également Jean-Louis Violot, qui est sociologue et qui enseigne à l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Il a travaillé également sur cette question de l'utopie avec un lien un peu plus fort avec la politique, au sens noble du terme, et qui a fait paraître l'ouvrage Les architectes et mai 68 notamment, et qui s'est interrogé à travers plusieurs ouvrages sur cette question de l'utopie. Et qui a travaillé également sur la revue Utopie qui était produite dans les années 60 par le groupe du même nom. Et enfin, on accueille Hubert Lempereur, qui est architecte également, fondateur de l'atelier Multiple, et qui a travaillé sur Félix Dumail, qui est l'architecte de la Cité-Jardin en France, de certains prototypes de Cité-Jardin, et qui se confronte aussi par sa pratique à des édifices patrimoniaux qui peuvent soulever parfois la question de l'utopie. Donc merci à tous les trois pour votre présence, d'avoir répondu à notre invitation. Donc dans la manière dont on avait un petit peu esquissé la trame de cette discussion, une des premières questions qu'on souhaitait vous poser, c'était justement qu'est-ce que vous évoque à vous cette question de l'utopie quand on la lie à l'architecture? Ça peut sembler peut-être un peu paradoxal de parler d'utopie alors qu'on parle d'architecture, donc de concrétisation ou de matérialisation des idées. Donc vous nous avez proposé des images. Donc peut-être commencer par votre réponse, Hubert Lempereur, qui avait... J'ai pas réfléchi de façon spécifique à la question de l'utopie, sous un angle théorique, mais très clairement, ma première approche, et je pense la même que beaucoup d'architectes, c'est de se dire que l'utopie est l'exact contraire au fond de l'architecture, et puis de rentrer dans ce vieux débat entre idées et action, et après, quand on va qu'on essaie d'aller un petit peu plus loin que ce premier paradoxe apparent, l'utopie étant l'atopie en réalité, l'emplacement sans lieu, comme disait Foucault, c'est-à-dire quelque chose qui est toujours ailleurs, soit sur une île, un lieu inaccessible, ailleurs dans le temps, dans le futur, dans le passé. Donc voilà, qu'est-ce qui peut... finalement, l'architecte, lui, est dans cet espace entre l'idée et le réel. Et il faut qu'il s'y tienne et qu'il arrive à garder une sorte sans doute de ligne de crête. Et donc là, je vous montre juste quelques images qui après sont le reste, moi, de ma réflexion sur ce sujet-là, ou de mon impression sur ce sujet-là. Là, je vous montre des images de, grosso modo, 1923 et un peu après, d'un architecte qui s'appelle Molnar, et qui était un étudiant au Bauhaus, dans la première génération des étudiants. Et ce que montre l'image de droite là-bas, ce sont ses enseignants, en l'occurrence Georg Moucheux et sa femme, et la fameuse maison am Horn, qui est la première maison du Bauhaus. Et puis toutes sortes d'images, et une autre maison du Bauhaus.
Et en fait, on voit le rapport, dans ces images-là, je les ai évidemment choisies exprès, mais la question de l'homme nouveau. C'est-à-dire qu'on parle d'architecture, mais évidemment, à un moment donné, dans une architecture utopique, si tant est qu'elle puisse se concrétiser, c'est comme les révolutions. À la fin des révolutions, les têtes sont coupées. À la fin de la concrétisation de l'utopie, le corps et l'homme doit changer et s'adapter Voilà, donc il y a évidemment cette chose qui fait peur et de fait, la modernité, l'homme nouveau, entre les années 20 et jusqu'à la remise en cause de la modernité dans les années 60, effectivement, on voit qu'il y a eu cette sorte de violence faite au corps. Voilà. Le corps étant pour moi, malgré tout, le sens même de l'architecture. L'architecture se pensant non pas comme un objet visuel, mais un objet en déplacement, un objet tactile, un objet... voilà. Donc ça, c'est la première image, donc ce que m'inspirait votre question. Et la seconde, on voit le Crystal Palace, donc 1851, Paxton, l'exposition universelle à Londres. Là, je montre son incendie en 1936. Qui était ce lieu pensé pour... alors j'ai même amené une petite phrase qui est écrite par Paxton dans son programme en 1851, quand il écrit à la reine d'Angleterre pour expliquer ce qu'il veut faire. Et en gros, il lui dit... Nous y créerons le climat de l'Italie du Sud, où les masses pourront monter à cheval, se promener ou encore se reposer sous les feuillages d'arbres exotiques et y contempler tranquillement les œuvres de la nature et de l'art, sans être tourmentés par les vents d'ouest ou des bourrasques de neige. C'est l'idée très précisément de se couper du réel, de s'isoler. Alors j'ai écrit aussi des textes sur l'isolation, sur l'histoire de l'isolation, et d'une certaine façon... essayer de lire l'histoire de l'architecture moderne à travers le thème de l'isolation, qui est un thème qui était complètement étranger pendant le gros de l'histoire de l'architecture, jusqu'à ce que l'industrie verrière rende capable de fermer un bâtiment correctement, et puis jusqu'à ce qu'on soit capable de chauffer, autrement que par une cheminée avec de l'air qui rentre et qui sort. Voilà, au fond, cette concrétisation d'un imaginaire utopique, c'était ce lieu-là où les masses étaient coupées du monde réel. On arrivait à y enfermer quelques arbres au passage, et non par hasard, quand on reparlera tout à l'heure des cités-jardins peut-être, dans la cité-jardin de Ebenezer Howard en 1898, au centre, il y a un Crystal Palace où on met les commerces et où les gens viennent faire leurs courses. Voilà, donc c'est... Cité-Jardin qui est elle-même, là, pour le coup, totalement utopique, celle de Howard. On est en 67, Buckminster Fuller, le pavillon américain, qui est la même chose, la mise sous cloche, la mise sous bulle de notre espace de vie, et l'exact contraire, la contestation de tout ça par Super Studio en 72-73. Alors là, c'est les actes fondamentaux de la vie, là c'est l'amour évidemment, et où effectivement, disparition totale de l'architecture, du design, et qui sont considérés comme fondamentalement violents. Et, voilà. Donc une contre-utopie. Donc une forme de dystopie finalement, et puis aussi alors un édifice un peu manifeste, le Crystal Palace, qui a subi une destruction, ou un édifice comme celui de Buckminster Fuller qui est réalisé dans le cadre d'une exposition universelle, qui a aussi un temps un petit peu à part, qui est un peu en dehors de la vraie vie, ou alors des projets de papier, des collages, des idées. Donc c'était plutôt ça que ça vous évoquait. Buckminster Fuller qui est aussi cramé en 1976, je crois. Voilà, c'est le devenir souvent de ce genre de lieu. D'accord. Peut-être quelques mots aussi du côté de Emmanuel Ventura. Vous aviez aussi proposé quelques images pour évoquer ce sujet et ce lien entre architecture et utopie. Oui, merci. Effectivement, j'ai proposé cette image à cette première question. Étudiant en architecture, je m'étais lancé à faire de l'architecture, et très vite, je crois le 2-3e cours à l'école, le professeur nous dit maintenant venez, on va au cinéma, et puis on a vu ce film, et là je me suis dit mais où est-ce que je suis, voilà. Et cette image a été une forme de révélation pour moi. Par la suite, j'ai travaillé, comme ça a été dit, avec
Luca Merlini et Bernard Tchoumi, où je dessinais, je faisais des concours, mais c'était pas sérieux, c'était toutes des utopies, c'était des projets qui se construisaient pas. On rendait un concours, moi je disais on va le perdre parce que de toute façon c'est pas possible. Donc cette image m'a beaucoup marqué. Ce qui est drôle, c'est qu'en préparant cette conférence, je regardais dans mon livre, en fait je l'ai même pas mise. Je ne sais pas ce qui s'est passé, un acte manqué. Donc il y a une centaine d'images, centaine de projets. Celle-ci, je l'ai oubliée, donc merci de m'avoir invité. Ça m'a permis 8 ans plus tard de réaliser que le point de départ, je l'avais oublié. Mais tout ça pour dire que, effectivement, Fritz Lang 1926, mais en fait ça, c'est ce qu'il nous propose pour 2026. Hein. C'est le propos du film, donc on n'y est pas vraiment loin de 2026. Maintenant, bien évidemment, utopie, dystopie, mais dans cette image, ce qui m'avait frappé, c'est ces ponts. Enfin, quand on fait cette lecture de cette image, où se situe la vie, où se situent les gens, où se situent les avions qui sont entre les étages et tout. Voilà, c'était pour moi quelque chose d'assez personnel de partager avec vous. C'est cette image qui a un peu marqué tout mon parcours d'architecte. En vous écoutant aussi, on sent qu'il y a peut-être un glissement ou quelque chose d'assez ambigu sur la question de l'utopie. Est-ce que ça peut aussi être considéré comme la prévisualisation d'un futur souhaitable? C'est pas juste une possibilité d'être ailleurs ou de fabriquer, un ailleurs un peu gratuit ou une société ailleurs, mais souvent ça peut aussi avoir cette notion d'un futur ou de préfiguration d'un futur. Totalement, on le verra un peu plus tard dans une image que je vous propose, et c'est plus tard dans la conférence. Mais c'est vrai que c'est le sous-titre du livre, les utopies d'aujourd'hui, les réalités de demain. Et c'est ce que je recherche, et je recherchais à travers mon travail d'architecte, et puis maintenant d'architecte cotonal, c'est d'aller chercher dans l'utopie les projets de demain. Et il y a vraiment des liens que je fais évidents sur tous ces projets. Et je pense même que, je ne vais pas dévoiler la fin de mon propos, mais qu'effectivement, à l'avenir, je pense qu'il faut vraiment compter sur l'utopie pour, on va dire, s'en sortir. Peut-être Jean-Louis Violo, quelques mots sur ce que ça vous a évoqué à vous, cette question. Ah non, mais j'écoutais. Oui, alors en fait, tu sous-entends que l'utopie, c'est pas l'irréalisable, c'est l'irréalisé. C'est le pas encore réalisé plutôt que l'irréalisable. Oui, c'est exactement... C'est exactement ça. Je pense qu'on le verra avec les projets qu'on a partagés, puisqu'on s'est juste échangé quelques images avant, puis on a vu qu'on en a pas mal en commun. Mais c'est vrai que derrière toutes ces images, et les images que j'ai sélectionnées dans mon livre, c'est de se dire qu'un jour, on va le construire. Et j'en ai l'intime conviction. Oui. Et en même temps, l'image que tu montres vous êtes un peu aux deux bornes opposées, c'est-à-dire l'image que tu montres, c'est l'image classique, je dirais, de l'utopie, elle est tourelliste. Enfin, elle est constellée de tours. C'est celle de Metropolis, c'est celle de Blade Runner, c'est celle de Matrix. Il y a tout un sillon tourelliste dans l'utopie. Et en même temps, l'utopie, elle s'est souvent étalée dans la verdure aussi. Les cités-jardins en sont un des avatars, mais Brodecker City en est un autre. Et puis, on peut se demander, alors c'est un peu... Moi, je suis pas architecte, hein, je le dirais forcément. Donc, on peut se demander jusqu'où les écoquartiers ne sont pas un linéament de l'utopie. J'en doute fort. Mais on peut tout à fait le poser... Voilà, est-ce que c'est pas juste un mot de passe pour continuer à faire des projets dans un monde dont on a mesuré la finitude des ressources? On va le faire éco, le quartier, alors qu'auparavant il y avait un champ avec des vaches, et on va faire un bitume modeste en CO2 avec des aires de récupération des déchets à la place des vaches. Mais c'est plutôt le sillon qu'on a pris, hein, c'est plutôt celui de... peut-être pas de la cité-jardin, c'est plus compliqué. Hein, je pense que ça se passe très mal dans les cités-jardins parisiennes en ce moment, malheureusement. Et c'est pas forcément le sillon de la cité-jardin qu'on a utilisé, mais celui d'écoquartier, il est antinomique avec ces visions de la ville. Merci. Peut-être pour prolonger un petit peu votre propos, dans différents ouvrages, vous aviez quand même tendance à expliquer que on ne pouvait pas parler d'architecture utopique, mais seulement de projet utopique. Oui, est-ce que vous pourriez revenir sur cette subtilité ? Non, c'est assez consubstantiel parce que le projet, ça marche avec l'utopie dans une certaine mesure. Alors ça pose tout un tas de questions parce que le projet, c'est forcément la transformation et donc forcément la consommation de ressources. Et dès lors que
encore une fois, on a mesuré leur finitude. Ça pose tout un tas de questions auxquelles les architectes sont directement confrontés dans leur exercice. Mais il se trouve qu'on continue à faire des projets. Parce que, justement, c'est pour ça que je relie projet et utopie, l'homme est un animal utopique. C'est pas de moi, c'est quelqu'un de plus intelligent que moi, philosophe, Miguel Amassour, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'utopie et qui en est arrivé à cette conclusion. L'homme est un animal utopique parce qu'il fait des projets. De son berceau à la tombe, il fait des projets. Et quand on y réfléchit bien sur soi, quand on ne fait plus de projets, c'est qu'on va très mal. Hein, on est soit au bord d'un gros burn-out ou d'une profonde dépression, ou dans la phase terminale d'une maladie grave. Hein. Parce qu'on fait des projets du soir au matin, mais des projets du quotidien. L'homme est un animal qui fait des projets. Et l'homme est un animal utopique. Et donc, un bain sourd. Mais Balandier, Georges Balandier, l'anthropologue, il a eu cette réflexion très juste, nous comparant, nous, aux bonobos et aux chimpanzés, nos cousins tellement proches, avec qui nous partageons 99,9, je ne sais plus combien, je ne suis pas biologiste, de notre patrimoine génétique. Et il s'est aperçu, enfin dans sa comparaison, mais il remarquait que ces grands singes ont des modes de vie en société très élaborés, avec des rites très complexes, peut-être même aussi complexes que les nôtres. Bon, peut-être pas dans l'infrastructure technique qui nous entoure, mais dans leur pratique, avec des rites très compliqués. Mais il disait que, et ça c'est ce qui nous différencie fondamentalement, ils ne changent jamais leurs règles, ou très rarement et à la marge, alors que nous changeons en permanence nos règles et nos modes de vie en société. Et c'est ça qui fait de nous des animaux utopiques, précisément. C'est cette capacité à transformer en permanence, alors pour le meilleur et pour le pire. Ça donne les guerres, les famines, les catastrophes. Aussi, l'homme est à l'origine de ces choses-là, mais il fait l'histoire. Il continue à faire des projets. Même, et on le voit très bien aujourd'hui, et on comprend très bien où l'éco-anxiété des jeunes générations peut trouver ses sources. Évidemment, c'est irrationnel de faire des projets. Mais on fait des projets, sinon on meurt. Et on fait même le projet d'aller en vacances, je ne sais pas, d'aller en week-end le lundi. Et on fait le projet le mardi matin de prendre un bon temps après son temps de travail. Bref, on fait des projets toute la journée, toujours. Et quand on ne fait plus de projets, on tombe. C'est un peu le cycliste qui arrête de pédaler. Donc oui, faire des projets, c'est pas tant utopique que consubstantiel à la nature humaine. Et par là même, l'utopie, c'est un horizon critique. C'est-à-dire quand on fait des projets, on peut faire des projets un peu nigauds, comme ceux que je viens d'évoquer. Manger son sandwich dans tel parc plutôt que dans tel autre. Bon, c'est un peu trivial comme projet. Mais pour faire des vrais projets, je dirais, il faut un horizon critique. Il faut un horizon à partir duquel, justement, on va pouvoir critiquer le réel. Et ça, c'est l'utopie qui le permet. Parce que tout le débat sur utopie réalisée, réalisable, à mon avis, il faut tout de suite écarter. Parce que, malheureusement, l'histoire de l'utopie est constellée d'échecs. Il faut quand même s'y rendre. C'est une histoire qui finit mal en général. Bon, ok. Alors, il ne faut plus parler de réalisé, réalisable. Il faut juste voir l'utopie comme un horizon. Un horizon très loin, critique d'un idéal, ou dystopique, d'un idéal à atteindre ou à rejeter, à partir duquel, justement, on va pouvoir faire des projets dans le réel et le transformer. Mais si on perd cet horizon, eh bien, on perd le sens du projet. Et c'est un peu, ceci dit, ce à quoi nous sommes confrontés ces derniers temps. Encore une fois, les hommes s'inventent toujours un futur possible. Aujourd'hui, je le vois plutôt, mais peut-être que c'est moi qui déprime, je le vois plutôt sous l'angle du négatif que du positif de ces utopies-là que tu décris, que tu évoques. Ce qui est certain, si je me réfère à ma propre expérience d'architecte, un peu comme Emmanuel, même d'étudiant à un moment donné en architecture, entre ce qu'on a appris, reçu, rêvé, imaginé qu'on ferait, et effectivement ce que la situation aujourd'hui commande, on voit bien qu'il y a un écart. C'est-à-dire que on est plutôt dans une situation à devoir, on appelle ça la sobriété aujourd'hui, mais on a appelé ça la décroissance à un moment donné, on a appelé ça la simplicité volontaire, enfin tous ces thèmes-là. Moi je disais déjà ça étudiant aussi, mais j'étais tout seul à l'école. Sans forcément vouloir y adhérer ni vouloir créer un parti de la tyrannie douce, mais on voit quoi. Il y avait une espèce de flottement effectivement entre des enseignants qui nous ont jamais montré où était le sud sur un bâtiment ou l'isolation qui représentait un trait sur des plans. Voilà, c'est ça mon enseignement de l'architecture à mon époque, et ce qu'on commençait à pressentir. Parce que
ça fait quand même longtemps. Je sais, on pouvait lire, on parle beaucoup en ce moment du Club de Rome et tout ça, ça existait. Hein. La contestation de ce qui allait arriver, même chez Fourier, il en parle des désordres climatériques. Hein, alors je sais pas, au XIXe siècle, en 1850 ou 60, j'imagine, quand il écrit ça, peut-être avant même. Je suis pas historien, mais et effectivement, il y a un écart aujourd'hui fabuleux entre le monde qu'on a à faire. On est plutôt là pour faire que des choses ne s'effondrent pas, pour réparer même le vivant, moi je suis d'une génération d'architectes, ça fait 22 ans que je pratique, je n'ai jamais démoli de bâtiment. Voilà. J'ai un point d'honneur, même un bâtiment moche, on en fait quelque chose, c'est une ressource. Et où la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas, c'est impensif, mais il n'empêche que... et donc finalement on se retrouve dans une espèce de... comme ça, effectivement, de théologie négative, et où c'est sans doute ce qu'on a à faire de mieux. Voilà, et dans ce sens, effectivement, on a été précédé de beaucoup d'utopies, et maintenant, il faudrait qu'on soit encore animé par une utopie. Je pense qu'il y en a une à travers ce modèle-là, hein, que c'est pas simplement... réparer ce que les utopies ont fait. Je pense que c'est pas ça, hein, effectivement. Il faut qu'on garde un horizon, mais l'horizon, il est forcément aujourd'hui dans un... On a plastifié le vivant, on a... voilà, il y a plus de... on a perdu une grande partie des oiseaux, des insectes, la banquise. À un moment donné... voilà, notre utopie sera de comment vivre dans une planète habitable, ce qui est un horizon, un sacré horizon quand même. Hein. En tout cas, voilà. En tout cas, j'ai re-regardé l'autre jour, alors si vous voulez vous faire une bonne déprime, j'ai re-regardé Rayon Vert. Non, pas Rayon Vert, Soleil Vert, pardon. Tourné en 72, sort en 73, qui se passe en 2022. Voilà, avec la rue qui est interdite à certains horaires, il y a des formes de confinement, il y a la canicule... Il n'y a plus de plancton, il n'y a plus à se nourrir, enfin, etc. Et à un moment donné, il y a le vieux, là, je ne sais plus qui était cet acteur absolument génial, là, qui dit ouais, autrefois les hommes étaient moches, ils ont toujours été moches, mais le monde était beau. Voilà. Notre horizon, ça serait d'essayer de garder un monde beau et de le voir beau. Voilà. Vous aviez l'air de dessiner un petit peu ce moment. Alors, c'est vrai qu'on regarde ces années 60 et 70 avec probablement un peu trop de nostalgie, ce qui brouille probablement la lecture de ces années. Mais en tout cas, on a l'impression que c'est à ce moment-là qu'il y a deux chemins qui se sont dessinés assez clairement. Soit on continue à penser à la croissance et à voir cet horizon-là comme horizon de projet. Soit on revient à des choses un petit peu différentes. C'est la naissance de la sensibilité aussi écologique ou de toutes ces questions-là qui sont très aujourd'hui. Ça finit très mal. Reagan enlève les panneaux solaires que Carter avait installés sur le toit de la Maison Blanche. Mitterrand tue dans l'œuf toute forme d'écologie dès 81. Et voilà, donc ça finit un peu en gueule de bois, oui, tout ça. Et puis au bout de quelques années, c'est un passé honteux qu'on met de côté, mais qui finalement... On n'a pas résolu tout ça, on y revient très exactement aujourd'hui sur les thèmes fondamentaux qui étaient Smart but not wise. Vous pouvez le lire, tout est vrai dedans. Et en gros, il fait la guerre aux isolants synthétiques. Et il vous dit voilà, oui, non, c'est pas Monsanto et son polystyrène et autres qui vont sauver le monde. Il vous dit en fait ce qu'on est en train de faire. Et bon, là, c'est juste avant 73, hein, mais on y est déjà. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Est une erreur fondamentale. Parce les outils technologiques qu'on met en place pour répondre à la société qu'on veut faire sont inversement proportionnels au désordre qu'ils créent. Et en fait, on demande à l'industrie de réparer le tort qu'elle a causé. Et aujourd'hui, quand on a un président de la République qui crée une task force où le président de la task force, c'est le PDG de Saint-Gobain, on se dit, on n'en est pas sorti. Et on nous dit c'est la surisolation qui va régler le problème et deux moteurs de VMC double flux qui vont régler le problème. On voit bien effectivement, on manque d'horizon là. Je ne sais pas trop où on en est du timing. Les choses m'ont un peu échappé. Mais en tout cas, tu on va veux pas peut-être montrer les images que je t'ai Si, envoyées complètement. Mais rapidement, c'était l'histoire d'un écoquartier justement.
d'un écoquartier raté, non, oui, raté. C'est à Saint-Nazaire, donc près de la mer, où il s'agissait de loger les ménages. C'est quand même tout à fait louable comme intention politique. Et une équipe qui est bien connue, Pré-Prisker 2021, Lacaton-Vassal, a fait un projet lors de ce concours. Et auparavant, à Saint-Nazaire, ils ont beaucoup construit. Je pense que c'est la ville française où ils ont le plus construit. Plus que partout ailleurs en France. C'est méconnu, mais bon, moi je suis cocardier, enfin je milite pour l'endroit d'où je viens. C'est Bernard Blanc qui était aux commandes de l'office HLM municipal, Silène, et qui aujourd'hui est à Bordeaux. Il les avait travaillés à Bordeaux ensuite, mais qui avait tout à fait, je veux dire, flashé sur eux, quoi. Donc c'est typiquement le rapport maître d'ouvrage, maître d'œuvre, le colloque éclairé entre l'architecte et son commanditaire. Alors, l'écoquartier, voilà, il est Saint-Nazaire-Ouest. Saint-Nazaire-Ouest, c'est super. C'est super. C'est super de tel point qu'on arrive à peu près au prix de Pornichet et La Baule, qui est dans le prolongement de la côte. Il ne faut pas oublier que Saint-Nazaire, c'est vraiment au bord de la mer. D'ailleurs, le maire voulait l'appeler Saint-Nazaire-sur-Mer, mais les gens qui habitent à Saint-Marc-sur-Mer, qui est une commune de Saint-Nazaire, enfin un quartier de Saint-Nazaire, ont refusé parce que, comme ils avaient payé très cher le droit d'habiter à Saint-Marc-sur-Mer, ils ne voulaient pas que tous les Nazériens puissent dire qu'ils habitent à Saint-Nazaire-sur-Mer. Et oui, il y a eu un débat public il y a 15 ans sur ça. Bref, donc utopie. Hein. Donc on est à Saint-Nazaire-Ouest, dans la partie la plus prisée de Saint-Nazaire, qui se développe à une vitesse grand V, et on est dans un vallon. Alors on est typiquement dans la situation de l'écoquartier. Alors tout à droite, je mets Lubrizol. Oui, on prévoyait un écoquartier près de l'usine qui a flambé à Rouen. C'est quand même marrant. Il y affiche ici bientôt un écoquartier. Bon. Méfions-nous des écoquartiers. Je suis d'accord avec toi, Hubert. Alors, vas-y. Voilà, c'était ça avant. Alors on peut se dire, pourquoi un écoquartier plutôt que ça ? On a qu'à laisser la verdure. Mais il faut loger les ménages, qui sinon vont et capter plutôt des ménages aisés ou de la classe moyenne supérieure qui s'en iraient beaucoup plus loin. Bon. Alors voilà le projet qui a gagné. Le projet, c'est donc Philippe Madec, l'artisan de l'économie frugale. Tu en parlais tout à l'heure, sobre et frugale, la frugalité heureuse. C'est lui qui a lancé le mouvement, n'est-ce pas ? On est vraiment dans l'écoquartier type. Avec récupération des eaux grises, avec les noues paysagers, avec une certaine forme de densité raisonnable dans l'habitat. Et lui avait choisi, vous voyez, c'est un vallon qui descend, et donc après il y a l'enjeu de la vue de la mer, donc il avait choisi de faire haut en bas. Et d'autres avaient choisi, si tu passes à diapo, de faire haut en haut. Bon, c'était un peu, il y avait un projet de David Kras, un projet de Topos. L'enjeu c'était comment je m'inscris dans ce vallon ? Est-ce que je suis haut en haut et bas en bas, ou haut en bas et bas en haut ? Et le tout étant plus ou moins dicté par le rapport à la mer, au grand paysage et à la vue. Bon, voilà, une architecture, je dirais, banale. Enfin, c'est des projets qu'on voit partout. Et puis, si tu passes à un truc d'OVNI, Lacaton-Vassal, il propose ça. Un truc monté sur échasse, à 25 mètres de haut, et où en fait on a une sorte, alors là pour le coup ils remplissent tout à fait eux aussi le cahier des charges des logements, mais ils préservent beaucoup plus d'espace naturel, et c'était un concours conception-construction. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'une entreprise se soit engagée à leur côté pour faire ce projet. Bon, mais c'est sans doute leur force de conviction, et puis peut-être le capital symbolique qu'ils avaient déjà accumulé. Mais il se trouve que Philippe Madec, donc, qui a gagné avec une entreprise, la dite entreprise a fait faillite 15 jours après. Donc en fait, il n'y a jamais eu d'écoquartier. Bon, c'est la vie. Mais ça, vous en connaissez tous des histoires tristes comme ça. Bon. Donc, ils font ce projet. Et le maître d'ouvrage me dit, bah, c'est incroyable. Quand j'ai vu ce projet, je me suis dit, c'est pas possible. S'il avait voulu perdre, il n'aurait pas fait un autre projet que celui-là. En effet. Et il me dit, mais il était tellement convaincant que ce con, il arrivait deuxième. Pour finir. Mais c'est assez révélateur de la place de l'utopie dans le monde des architectes. C'est, à mon avis, ça situe bien la position. Elle est condamnée à arriver deuxième, l'utopie ? Oui, mais on en parle. Vas-y. Non, mais alors la transition, elle est toute tendue. Hein. Il faut me passer l'image du village Tulou chinois et de l'utopie qui, voilà, là. Du logement. Pour étudiants, pas social, mais pour du logement, un concours. J'aurais pu prendre exactement les mêmes slides de projets différents. Un dernier tour, le jury se réunit et puis partager les petits bâtiments, les grands bâtiments et tout. Et il y a ce projet
qui est là, Jean-Pierre Durig, architecte, qui nous propose, c'est l'image de gauche, qui nous propose un bâtiment il l'a appelé Vortex parce que en fait c'est une rampe qui monte comme ça sur 3 km, hein, ça tourne en rond, ça monte continue 3 km, et il nous propose ça pour loger 1200 étudiants. Alors pour le jury, il coche rien, hein. Il coche, tout est faux. Le cahier des charges disait il faut que les couloirs soient chauffés, les couloirs, voilà, il faut que la lumière, etc. Enfin, il faut que les unités fassent pas plus de 300 personnes, etc. Tout est faux. Et le jury débat, et tout d'un coup, il se dit mais il y a quand même ce projet là au fond de la salle, et il est quand même dingue, cette espèce d'utopie de truc qui montre référence au village Tulou. Et puis on se regarde après effectivement une nuit très longue, à 4h du matin, le jury était encore là. Puis on se dit allons-y quoi. Et puis voilà, on l'a choisi, on l'a primé, et à 10h, je prends le téléphone et j'appelle Jean-Pierre Durig pour lui dire vous avez gagné. Parce que je ne le connaissais pas. Hein. Parce qu'en Suisse, c'est anonyme, hein, on ouvre les enveloppes une fois que le projet est choisi. Et je l'appelle et je dis bonjour monsieur, bonjour, oui, bonjour, vous êtes président du jury, oui, je suis le président du jury, et vous, l'architecte, bravo. Je voulais vous dire, vous avez gagné. Et j'entends un silence, puis avec un petit accent suisse-allemand, il fait mais c'est pas fait pour être construit. C'est une architecture de papier. Moi, et il a bégayé pendant 20 minutes. J'ai eu aucune discussion avec lui. Une espèce de silence. Et puis dire bravo, venez prendre votre premier prix. Puis il disait mais venir prendre le premier prix. J'ai perdu. Et ce qui est drôle, parce qu'il est construit, hein, il est terminé. Il est inauguré il y a une année et demie. Donc aujourd'hui, les étudiants organisent des courses. Hein, c'est la Vortex Run, elle fait 3 km. C'est donc, ils courent. Donc le projet, il est construit. Et ce qui est dingue dans cette histoire, je trouve, enfin ce qui est intéressant à discuter dans le cadre de cette séance, c'est qu'avec Jean-Pierre, donc on a lié une amitié, et puis le projet se développe avant projet, enfin c'est les phases avant l'exécution. Et en fait, plus on avançait, plus il était mal à l'aise, plus il était malheureux, ça n'allait pas. C'était pas fait pour être construit. C'était pas fait pour... Alors il venait vers moi, Emmanuel, mais c'est pas fait pour être construit. Et un jour, on s'est serré la main. Moi, je lui ai, entre guillemets, on va lui dire, avec son accord, bien sûr, racheté les droits d'auteur, on appelle ça comme ça. Et en fait, nous, l'État de Vaud, on a construit son bâtiment, et lui, il est parti. Il n'a pas voulu voir. Il n'a pas voulu voir son bâtiment construire, parce que c'était pas un truc. Alors on m'a dit, parce que depuis, on ne s'est plus jamais revu, on m'a dit qu'il était, des fois, le soir, aux alentours, on le voyait... venir de Zurich en voiture, l'histoire est vraie. Hein, l'histoire est vraie. On en a même fait un livre, donc vous pouvez. Et il venait voir son projet. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, bien sûr, c'est qu'un jour, je suis allé sur son site internet et il l'a mis en évidence avec une phrase en suisse allemand qui dit voilà un concept utopique, mais c'est pas moi, je l'ai pas réalisé. Mais c'est une photo d'un bâtiment réel, mais pas réalisé. Mais en fait, c'est pas la réussite de ce projet. La réussite de ce projet, c'est qu'il y a donc 600 personnes qui vivent sur la cour intérieure, et puis 600 qui vivent sur l'extérieur, et que dès la mise en service du bâtiment, il y se passe un nombre d'activités de vie en commun extraordinaire, on va dire, parce que ces étudiants apprécient de venir là. Ils ont loué les 1200 chambres en 1 heure sur Internet. Ça a été loué en 1 heure et c'est complet, parce qu'il y a un mode de vie qui est particulier dans cet espace. Et c'est une population particulière. C'est une population particulière, mais c'est un mode de vie particulier. Il y aura, je pense, les gens disent déjà, mais où est-ce que tu as passé ta vie d'étudiant ? Je l'ai passé là. Et c'est une question de vie. Donc, les gens, tout le monde passe devant la chambre de l'autre. Hein. Et puis, les espaces extérieurs que vous voyez, où il y a des canapés, des vélos et tout, puisque vous pouvez monter en vélo, au skateboard, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, c'est la vie, le vivre ensemble qui est ici extraordinaire. Il donne un cours de fitness, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a un seul professeur au milieu de la cour, et vous avez 1200 personnes qui dansent devant sa chambre. Et quand quelqu'un arrive, un étudiant arrive, les volets, l'espèce de bizutage, tout le monde sort et tout le monde crie. Et il y a une vie qui s'est créée, et c'est de ça que je parle là, au-delà de la forme architecturale utopique, de la forme architecturale spéciale de ce bâtiment.
En même temps, elle est très caractéristique, le plan centré, la communauté. Enfin, mais c'est une population singulière. Mais il y a d'autres exemples de collectifs où il y a eu des formes d'épiphanie, avec des populations quand même à chaque fois marquées par des caractéristiques communes. Par exemple, la Bar Mouchotte est célèbre à Paris pour la sociabilité qui a pu s'y implanter lorsqu'elle a été livrée au tout début des années 70 à des jeunes couples qui avaient plus ou moins les mêmes valeurs et des enfants plus ou moins du même âge, ou allaient en avoir. Le problème, c'est quand ça change de main, quoi. Et là, ça changera jamais demain, puisque ça change de main sans cesse, et les gens qui reviennent sont toujours avec le même statut. Vous la connaissez, celle-là? C'est la Villa du Lac, Le Corbusier, construit pour sa mère, conçue en 1923, donc la même année que la maison du Bauhaus. Voilà. Donc Le Corbusier, celui de l'unité d'habitation, celui de l'utopie, celui à l'époque du plan voisin, enfin voilà. Et là, donc, il construit pour sa mère, sans budget. Quand on y va, souvent les architectes, parce que comme disait Flaubert, sont des imbéciles, on regarde la fenêtre en bande, on cherche les 5 points de l'architecture moderne. Si vous regardez bien, vous avez 2 murs à un moment donné. Il y a la maison, et là, c'est les 2 murs, un devant, un derrière, par rapport à la maison. Le plus drôle, c'est celui qui est derrière. Vous voyez, il y a un trou côté rue, et puis des marches côté jardin. En fait, c'est pour que le chien puisse aboyer sur les passants. Voilà. Parce que la mère de Le Corbusier, ses parents avaient un chien. Et de l'autre côté, vous voyez, on est face au lac. Il met un mur face au lac. Alors, la maison est là, elle voit évidemment le lac, et c'est là où on s'installe pour manger ou pour lire. Et on est à l'abri du vent, on est la vue cadrée. Et en fait, ce qui est assez fascinant, voilà, c'est que fait Le Corbusier. Voilà, l'auteur de Quand les cathédrales étaient blanches, etc., quand il construit pour sa mère la même année, et où, au contraire, là, on est dans des attentions, vous voyez, extrêmes. Et quand on les cherche, ces trucs-là, on les trouvera aussi à Marseille. Il y a un petit truc pour les pigeons. Et en fait, il y a quand même la capacité dans l'architecture, au-delà, entre cette espèce de polarité entre théorie, appelons-le comme idée et action et réel, quelque chose qui s'appelle la poésie et qu'au fond la réalité du projet. C'est-à-dire qu'on commence à y voir de l'architecture quand effectivement on a cette capacité de tendresse au quotidien ou alors je ne sais pas si c'est comment t'appelais ça la sensualité mais en tout cas on est dans quelque chose voilà où le réel est transcendé par la pensée architecturale, une façon d'interroger le réel et d'en faire quelque chose comme ça, voilà, avec une poésie infinie. Je ne sais pas comment conclure mieux. Quoi ajouter? En tout cas, je vous remercie encore tous les 3 d'avoir joué le jeu et participé à cette discussion. On vous remercie aussi d'être venus nombreux. Et puis, on vous redonne rendez-vous au CAUE pour nos prochaines expositions et la suite de notre programmation. Merci beaucoup. Merci.